Voilà, bienvenue. Nous allons parler de ce qui s'est passé au camp des déplacés au niveau des Goma. Nous allons parler des sanctions internationales au regard du droit international. C'est avec l'avocat, mais ici on le reçoit en tant qu'analyste juridique. C'est un analyste aussi en tant qu'avocat. Avocat, Maître Aimé Kilolo, bienvenue. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Voilà. Il y a eu des tueries au niveau des camps des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, compte tenu de ce qui s'est passé dans l'est de la RDC, plusieurs voix se sont levées pour condamner les auteurs de ces actes. Il faut qu'ils se défendent devant des juridictions internationales. Êtes-vous d'accord de toutes ces analyses? Bien, je voudrais d'abord, avant tout, avoir une pensée pour ces millions de victimes qui souffrent des affres de la guerre à l'est de la RDC depuis les 2 dernières décennies. Il faut dire que c'est un désastre humain quand on pense à plus de 20 millions de morts durant les 20 dernières années, lorsque l'on pense à plus de 2 500 000 personnes qui se sont déplacées de leur milieu de vie, fouillant évidemment les violences de toutes sortes, parfois des enfants qui se sont retrouvés orphelins, n'arrivant pas à retrouver leur famille, donc c'est des familles totalement déstructurées. Lorsque l'on pense aussi à tout le drame finalement que subissent toutes ces populations, c'est-à-dire que des champs qui sont dévastés, non plus, c'est la famine évidemment qui survient par la suite, c'est des difficultés d'accès aux soins de santé, des difficultés même d'accéder simplement à un logement pour se mettre à l'abri contre des intempéries. C'est le cas de déplacés du camp de Mugunga, oui, qui, il faut le dire, lorsque l'on parle d'un camp de déplacés, l'on voit évidemment toutes ces victimes, ces femmes, ces enfants, ces hommes qui ont souffert dans leur chair de toutes ces violences que l'on connaît à l'est du pays, mais l'on pense aussi à tout ce qui est nécessaire à leur survie, leurs besoins vitaux, c'est-à-dire l'eau potable, la nourriture, les abris, les médicaments, mais l'on pense aussi à tout le personnel qui vient à leur secours, c'est-à-dire les médecins, les travailleurs humanitaires. Il faut dire que lancer une attaque, des bombardements contre un camp de déplacés, dès lors que c'est fait en connaissance de cause, il s'agit d'une violation flagrante des conventions de Genève qui régissent le droit de la guerre. Il s'agit donc d'un crime de guerre qui peut s'analyser aussi en un crime contre l'humanité et peut-être même voire un crime d'agression. Ceci appelle évidemment un certain nombre de réactions urgentes, parmi lesquelles, je dirais, au niveau national, premièrement, il appartient d'abord à la justice congolaise. Je pense ici au procureur général près la Cour de cassation, mais aussi à l'auditeur général des forces armées congolaises, qui doivent immédiatement, si ce n'est déjà fait, dépêcher une équipe sur place d'enquêteurs en vue de réunir les premiers indices des crimes pour essayer d'identifier déjà qui sont les suspects, les auteurs matériels au Congo, mais aussi en dehors de notre pays. Quels sont les groupes armés qui sont impliqués? On sait qu'il y a la guerre contre le M23, mais qui sont derrière le M23? C'est-à-dire les États. Nous savons déjà qu'un rapport d'experts des Nations Unies a cité le Rwanda, mais en dehors du Rwanda, quel autre État est derrière, évidemment, les différents groupes armés qui agissent à l'est de notre pays? Et puis, il faut se poser la question de savoir qui, finalement, finance, alimente la prolifération des groupes armés à l'est du pays. Au-delà des États que l'on peut citer. À un moment donné, on avait cité aussi l'Ouganda.
Est-ce que l'Ouganda est impliqué ou pas? On a parlé des entreprises multinationales qui, à partir du Rwanda, achètent évidemment les minerais de sang. Tous ces minerais qui proviennent évidemment de zones de conflit armés. Il faudrait immédiatement, rapidement, que les premiers éléments d'indice permettent en tout cas d'établir les responsabilités. Et alors, je pense que la première responsabilité la plus urgente de ces officiers du ministère public, c'est de délivrer un mandat d'arrêt international contre les auteurs les plus importants dans la chaîne des complicités des crimes qui se commettent à l'Est. Je pense par exemple, pourquoi pas, délivrer un mandat d'arrêt international contre le président du Rwanda s'il s'avère que des éléments, les indices sérieux de culpabilité indiquent sa participation. Alors, dans les cas d'espèce, est-ce que la CPI pourrait s'autosaisir en voyant la gravité des crimes sur terrain, ou c'est à la RDC de pouvoir inviter la CPI? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la compétence de la CPI est une compétence qui est complémentaire à celle des États. Donc, la première responsabilité d'agir, de mener des enquêtes, de déférer devant la justice, c'est une responsabilité qui incombe d'abord aux États au nom du principe de souveraineté de chaque État. Vous savez que l'administration de la justice fait partie des attributs de la souveraineté des États. Et donc, un État qui n'ouvre pas des enquêtes, qui ne délivre pas des mandats d'arrêt aux auteurs présumés des crimes aussi graves qui se sont commis à l'est de notre pays, serait un État défaillant. Raison pour laquelle, aujourd'hui, notre justice est en train de jouer véritablement sa crédibilité dans cette affaire. En tant que, en tout cas, observateur et technicien du droit, je pense qu'il est urgent aujourd'hui que le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'auditeur général des FARDC puissent envoyer un signal fort à la communauté nationale et même internationale qui suit de près l'évolution de la situation, que l'on peut faire confiance au système judiciaire congolais. Il ne sert à rien de délivrer de mandats d'arrêt, d'organiser des procès in situ en procédure de flagrance vis-à-vis des Congolais pour différents crimes qui se commettent dans le pays et n'est pas avoir le courage de délivrer un mandat d'arrêt international, que ce soit contre le président du Rwanda, contre le ministre de la Défense du Rwanda ou contre le chef d'état-major des forces armées rwandaises, dès lors que le rapport des experts des Nations Unies a été très clair à ce sujet pour dire que ce pays est véritablement mêlé justement aux crimes qui se commettent à l'Est. Nous savons d'ailleurs que la France, les États-Unis et plusieurs États au niveau international ont justement demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais. Voilà quelque chose de précis qui doit pouvoir être fait sous le bénéfice de l'urgence. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle compétente de lancer un mandat d'arrêt international contre un président de notre pays comme Paul Kagame? Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'agit des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, eh bien, le principe de l'immunité de chef d'État ou de chef de gouvernement n'est pas d'application. Donc, personne ne peut échapper à la justice dès lors qu'il est présumé ou soupçonné, sur base des indices sérieux de culpabilité, avoir commis un crime grave comme auteur ou complice, tel que le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. Je pense aujourd'hui qu'à travers, évidemment, cette situation, ce drame que vit le peuple congolais à l'est de notre pays, la justice congolaise est en train de jouer sa propre crédibilité. Donc c'est une sonnette d'alarme que je lance en tout cas à la justice pour dire prenez vos responsabilités. Ça ne demande pas plus d'une semaine pour réunir déjà les premiers indices de culpabilité sur les auteurs présumés de ce crime et de commencer à délivrer sur les champs des mandats d'arrêt internationaux. Voilà le premier élément qui me paraît indispensable. Au-delà de cela, bien entendu, sur le plan international, c'est aussi de savoir ce qu'il faut faire.
Bien sûr, nous avons un certain nombre de juridictions, nous avons notamment la Cour pénale internationale. Je pense qu'il est important aussi que le Congo puisse saisir la Cour pénale internationale, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, le Congo n'a pas encore saisi la Cour pénale internationale. La dernière fois, lorsque le procureur de la CPI est arrivé, il y a eu un protocole d'accord de coopération avec la CPI, mais ce n'était pas la procédure de saisine de la Cour pénale internationale. Donc il est important que cette procédure soit activée, que les noms des auteurs présumés des crimes qui se sont commis à l'est de notre pays soient évidemment communiqués à la CPI. Il faudrait évidemment rassembler aussi les éléments de preuve à transmettre. Raison pour laquelle je pense que dans ce contexte, il est important que le gouvernement puisse financer la mise en place d'une équipe d'enquête internationale pilotée par des experts congolais, experts en droit pénal international, des experts militaires qui vont travailler pour réunir le dossier de preuves qui devra accompagner la saisine de la Cour pénale internationale. Et je rappelle ici que lorsque l'on parle de la justice internationale, la technique de recueil de preuves à transmettre devant ces juridictions est totalement différente de ce qui se passe généralement devant nos cours et tribunaux qui dépendent du système de droit romano-germanique, tandis qu'à l'international, c'est plutôt le système de droit anglo-saxon, raison pour laquelle je pense qu'il est important que, en plus du travail qui se fait par nos cours et tribunaux, par le parquet ou l'auditorat général, qu'il y ait une enquête, une équipe d'enquête composée d'experts congolais qui vont travailler et qui vont, conformément aux standards et à la procédure devant les juridictions internationales, réunir d'urgence ces éléments de preuve. Parce qu'on ne va pas déférer un dossier devant la CPI uniquement avec des discours politiques. Il est important que les éléments de preuve aussi puissent suivre. Alors, là, c'est au niveau de la CPI. Alors, dès lors que la RDC lançait un mandat d'arrêt international contre un président X comme le président du Rwanda, la RDC peut arrêter Paul Kagame. Tout à fait. C'est-à-dire que dès que le mandat d'arrêt international est lancé, il faut demander la coopération internationale. Bien sûr, ce mandat devra être communiqué notamment à travers le mécanisme d'Interpol pour que les différents auteurs, il n'y a pas que le président Kagame, il y a certainement d'autres acteurs importants en dehors du pays qui doivent être identifiés. Alors, en attendant évidemment le processus judiciaire qui doit prendre son cours, il est aussi important qu'un certain nombre de sanctions, un régime de sanctions internationales soit mis en place. Mais ça doit se faire à l'initiative du gouvernement congolais. Qu'est-ce qui doit se faire exactement? Eh bien, le Congo doit s'adresser aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, et même de façon individuelle à un certain nombre d'États comme la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour demander qu'un certain nombre de sanctions soient prises. Alors je pense essentiellement à des sanctions militaires, c'est-à-dire embargo sur les armes, interdiction à tout État, à toute entreprise, à toute organisation quelconque dans le monde de livrer des armes vers le Rwanda, interdiction même de vendre des armes ou du matériel ou des équipements militaires, interdiction même de faire transiter par le Rwanda de tels équipements. Cela a déjà pour avantage d'isoler militairement le Rwanda et donc de réduire sa capacité militaire par rapport à ce que le Congo subit à l'est de son pays. Là, c'est en ce qui concerne évidemment l'embargo. Mais il y a aussi la possibilité de demander aussi une zone d'exclusion aérienne qui porterait interdiction pour les aéronefs militaires rwandais de circuler dans la zone de Grand Lac pour prévenir justement des bombardements. On peut aussi envisager la possibilité de suspension ou même de cessation de tout accord de défense ou de toute coopération militaire avec le Rwanda. Tout récemment, on a appris qu'il y avait des pays comme la Pologne qui avaient matérialisé
des accords de défense avec le Rwanda, ce qui est tout à fait normal. Il est urgent que, évidemment, la diplomatie congolaise puisse travailler. Je sais qu'il y a une diplomatie qui se fait déjà en place, mais il est important que des experts qui accompagnent le chef de l'État ou le chef de gouvernement puissent amener sur la table des propositions concrètes, parce qu'en allant devant les interlocuteurs internationaux, il faut avoir un discours avec du contenu. Qu'est-ce que l'on demande exactement comme régime de sanctions auprès de tous ces interlocuteurs internationaux? Alors, qu'est-ce qui bloquerait à l'État congolais de pouvoir lancer? Ou bien ce ne sont pas des pesanteurs politiques ou des pesanteurs de la communauté internationale? Je pense aujourd'hui que le Congo doit prendre ses responsabilités pour protéger le peuple congolais, protéger ces millions de Congolais à l'est de notre pays. En plus, évidemment, des sanctions militaires, il faut penser aussi aux sanctions économiques, c'est-à-dire, par exemple, interdiction de commercialiser les minerais, aucun commerce de minerais avec le Rwanda. Interdiction à tout le pays du monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le minerai qui est pillé en République démocratique du Congo, ramené vers le Rwanda, est commercialisé. Mais qui viennent? Ce sont des entreprises multinationales qui viennent acheter au Rwanda. Donc il faudrait qu'il y ait un embargo. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'existe aucune demande adressée à la communauté internationale pour dire prenez des sanctions ciblées interdisant le commerce des minerais avec le Rwanda. Formulé de cette manière, je n'en ai pas pris connaissance. Deuxièmement, demandez aussi le gel des avoirs financiers de toutes les entreprises rwandaises qui facilitent la commercialisation de minerais de sang, mais aussi de toutes les entreprises multinationales qui s'évertuent à acheter, acquérir des minerais qui proviennent de zones de conflit à l'est de notre pays. Voilà des mesures concrètes qui peuvent être demandées en termes de sanctions économiques. Mais évidemment, il y a aussi des sanctions diplomatiques classiques, c'est-à-dire rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. Vous avez vu, par exemple, il y a quelques années, pour un simple bombardement de l'ambassade des États-Unis en Iran, mais combien de pays n'ont-ils pas justement arrêté les relations diplomatiques avec l'Iran? Donc je pense qu'il y a là des demandes qui doivent être faites aussi à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup, Maître Aimé Kilolo, surtout de votre passage et aussi de votre éclaircissement sur cette question qui nécessite beaucoup plus des responsabilités de la part de notre gouvernement. Je vous en prie. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.